Dernier numéro de la semaine dans le cadre de votre magazine Actu 60, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes présents, prêts pour la révolution, comme disait le maréchal Mobutu. Ici sur Kinactu, dans le cadre de ce magazine, nous disons que nous sommes prêts pour vous servir. Mesdames et messieurs, j'ai deux invités sur ce plateau. L'un, c'est un habitué de cette émission, une grande intelligence de mon pays. Il s'agit du professeur Daniel Ndombompia. Il est tridoc de son état. De surcroît, candidat député national du Mont-Ambaye. Il s'est fait accompagner de son premier suppléant. Avec ces deux, nous allons parler de leur vision, qu'est-ce qu'ils pensent pour le pays, et puis sur d'autres questions qui viendront tout au long de cette émission. Nous allons aussi parler sur le bilan du chef de l'État. Quel jugement rend-il par rapport à la gestion pendant les quinquennats du chef de l'État? Professeur Daniel Ndombompia, bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Dieu fait grâce et vous? Ça va, merci. Et voilà, nous avons aussi monsieur Philémon Mafamolo, il est le premier suppléant de professeur Daniel Ndombompia. Bonsoir monsieur Philémon. Bonsoir maman de réaliste. Comment vous allez? Bien. Et voilà, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose la question, comment vous avez reçu la nouvelle de la mort de Némo Dansemi? Bon, vous savez, c'est un monsieur que j'ai eu un entretien avec lui, chez lui. C'était en 2016-2017 dans sa maison. J'avais besoin de l'écouter parce que je l'ai trouvé très intéressant. C'était en quelle année? En 2016. Okay. Bon, il avait un enfant à l'ISP. Et quand je corrigeais les papiers, j'ai trouvé un enfant qui s'appelait Edgar Nsemi. Alors, curieux que j'étais, alors j'ai demandé qu'on puisse appeler ces garçons auprès de moi. Et il était son enfant. C'est grâce à lui que j'avais demandé que je puisse avoir l'entretien. Le vieux a dit qu'il lui faut demander le monde de l'esprit pour me donner cette interview. Alors, ça a pris 8 mois. Ah bon? Après 8 mois. C'était un phénomène, hein? Oui, c'est un homme que je respecte beaucoup. Vraiment, c'est un homme que je salue beaucoup. C'est un homme très intelligent. Vous saluez sa mémoire. Sa mémoire. Waouh, on a perdu un homme. Et après 8 mois, il me dit, professeur, je ne te reçois pas comme un professeur, mais je te reçois comme un homme trop fort dans le monde de l'esprit. C'est le monde de l'esprit qui m'a témoigné que tu es trop fort. Comment vous aussi, vous êtes dans les gris-gris, vous avez aussi les bois, comme disent les Quinois. Non, je n'ai jamais touché ça. Vous avez non, je n'ai jamais touché ça, mais je suis jumeau. C'est-à-dire quoi? Donc, les jumeaux sont des sorciers. Un jumeau, il est spirituel. Ils sont des mystérieux? Oui, ils sont trop mystérieux, les jumeaux. Ah bon? Pas les jumeaux d'aujourd'hui. Hein. Les jumeaux d'aujourd'hui, c'est trop facile de les avoir. Moi et mon frère jumeau, nous sommes le premier jumeau dans notre clan. Depuis que le clan a existé, depuis la création de notre famille. Nous sommes les premiers. Et quand il m'a vu, je te reçois comme un homme trop fort dans le monde de l'esprit. Ma première question que je posais à André, mon enseignant, pourquoi tu es sorcier? Dans sa maison, il m'a vu, il a rigolé, il a dit, professeur, est-ce qu'on t'a dit que mon enseignant m'a tué combien de gens à Kinshasa? Et après cela, il m'a expliqué l'origine de l'homme noir. Vraiment, je l'ai trouvé intéressant. Et après cela, je lui ai demandé si on pouvait prendre une photo. Il a dit non, on va prendre une photo avec toi un jour. Malheureusement, il est parti. On n'a même pas pris une photo. Mais j'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Un homme qui était plus fort dans le monde de l'esprit, puisque les gens de Rosokwa, Nkaka, Framason, ce sont des petites histoires chez mon enseignant. Ah bon? Mon enseignant croyait à la puissance de ses ancêtres. Mon enseignant savait qu'il était plus fort. C'était une légende. Non, cet homme était puissant. On a perdu une personne très très puissante. Quand j'ai écouté qu'il était mort, j'étais... Malheureusement, il y a une seule personne qui est le tout-puissant, c'est Dieu. Non, Dieu est tout-puissant. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dieu est Dieu et nous aussi nous sommes des petits dieux. Ok? Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Ok? C'est-à-dire que chacun de nous est Dieu. Tu es Dieu. Chacun de nous est Dieu. Mais mon enseignant quand même a expérimenté
cette puissance. Il est allé dans le monde invisible pour connaître son identité d'un Dieu, un petit Dieu en minuscule. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du mal. J'étais en Afrique du Sud. Vous n'êtes pas allé signer le livre d'or, le livre de condoléances? Non, j'irai. Vraiment, j'irai. Je me suis même préparé moralement. Il faut que je sois là. C'est un homme que j'ai trouvé plus intelligent. Imaginez un homme qui a écrit 3000 bulletins et 111 livres en kikongo et 121 livres en français. C'était un savant. C'était un idole. C'est une personne que le Congo n'a pas trouvé un homme comme ça qui a beaucoup écrit comme Monassémi. Les gens le croyaient comme un fou, mais moi je dis que vous avez fait une grosse erreur. Monassémi n'était pas un fou. Il était Dieu en minuscule, un homme intelligent, il savait de quoi il disait, il avait la puissance incarnée de ses ancêtres en lui, et vraiment, on a perdu une légende. Il faisait peur lui aussi, hein. Il terrifiait le pouvoir, il a terrifié le pouvoir des Kabila, même l'actuel pouvoir aussi, il faisait peur. Vous savez pourquoi Monassémi était fort? Parce que au Congo, les gens croient que les gens qui font la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les Inkaka sont plus forts que nos ancêtres. Monassémi avait la puissance de ses ancêtres. Voilà pourquoi les gens de Inkaka, franc-maçonnerie, Rose-Croix, ce sont des petites puissances. Et Monassémi avait la puissance du Créateur. Donc, vous voyez, c'est une personne, selon moi, je croyais qu'il devait être vivant, parce que c'est une personne que je l'aimais beaucoup. Merci, je pose la même question à M. Philémon. Vous aviez connu les Monassémi, quelle image gardez-vous pour ce grand homme que le Congo a perdu? Pour Monassémi, que paix à son âme d'abord, vraiment j'ai beaucoup de respect envers lui. Parce que c'est un homme, quand vous le voyez, c'est comme un fou, mais en réalité, quand vous suivez ce qu'il fait et ce qu'il dit, vraiment vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qu'il est en train de palper une réalité. Je l'ai suivi à l'hémicycle, il disait que les Blancs est venu nous diviser. Il est venu nous diviser, pourquoi? Parce que vous allez trouver vers la frontière là-bas, une personne, la tête est au Congo-Brazza, les pieds sont au Congo-Kinshasa. Bon, quelle est l'origine de cette personne-là? C'est-à-dire les Africains, en principe, doivent se sentir comme un seul homme. Alors, quand j'ai vu vraiment cette réflexion, mais je me suis dit, mais est-ce que ce type réellement est fou? Mais ce que j'ai regretté après, il a un peu de tribalisme aussi. Pourquoi? Parce que il voulait même chasser tout ce monde qui n'est pas les non-originaires de Bas-Congo. Oui. Il tenait, quand il devient gouverneur, alors il met à la porte de tous ces gens-là, pourtant sont des Congolais. Or, l'exemple que Mobutu nous a laissé, il nous a dit que chaque Congolais doit se sentir à l'aise là où il est. L'unité nationale. Alors, cette unité nationale-là, il voulait fouler ça au pied, c'est ça que j'avais compris que non. Monassémi est quelquefois fou aussi. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui cherchait vraiment l'amour du Congo, que le Congolais est. L'homme noir doit se comporter comme un seul homme. Et voilà. Merci beaucoup. Nous entrons dans le vif du sujet. Professeur Daniel Ndombompia, vous êtes candidat député national pour la circonscription du Moamba. C'est vrai, nous commençons la campagne électorale sous peu, dans quelques jours. Vous n'allez pas annoncer votre numéro. Mais du moins, nous voulons savoir quelle est votre vision en tant que candidat, votre vision en tant qu'homme politique pour ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons plusieurs veulent aller à l'hémicycle sans vision, veulent aller à l'hémicycle juste pour les 21 000 $ que nous avions été au courant. Ils veulent aller à l'hémicycle pour être mieux payés, sans vision, sans avoir un apport possible, un apport réel pour la population. Quelle est votre vision en tant qu'homme politique congolais? Madame, je vous remercie beaucoup pour
cette grande question que vous me la posez, je voudrais vous dire quelque chose. Et que je veux que tu mettes ça dans ta tête et que tout le monde qui m'écoute, qui comprenne ça. Premièrement, je suis professeur des universités. Avec mon petit salaire comme un professeur, je suis très content. Je suis très content d'être un professeur. La raison pour laquelle j'ai pris la décision, premièrement, de faire la politique, parce que j'ai été divinement averti par le Seigneur. En 2004, vous étiez divinement averti par le Seigneur. Attendez, s'il vous plaît. J'arrive. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Vous avez réveillé aussi les esprits en moi. Bon, donne-moi le temps. Okay. Vous aurez le temps. C'est bon. Comment? C'était en 2004, dans l'église à Manchester. Il y a eu un prophète belge qui était venu prêcher dans l'église. Il a prié pour tout le monde. Et arrivé chez moi, il a dit, Dieu me demande que tu rentres dans ton pays d'origine pour éclairer ta nation. Théologien que j'étais, je me suis dit, éclairer ma nation par rapport à la théologie ou par rapport à quoi? Et après beaucoup de temps dans la prière, c'est là où j'ai commencé mes études comme étant informaticien. Je suis docteur en informatique, vous le savez très bien. Et c'est en 2008 que j'ai pris la décision de rentrer au pays de mes ancêtres. Pourquoi je suis rentré au pays de mes ancêtres? Madame, vous serez étonnée, Congo, c'est un petit paradis. Tout ce que Dieu a créé dans cette planète, ça se trouve au Congo. Et vous serez aussi étonné, c'est un contraste. Le Congo est le pays le plus pauvre du monde. C'est ce qui étonne. Alors, je me suis fait beaucoup de questions, je me suis posé beaucoup de questions. Tout ce qui se passe pour le pays de mes ancêtres, quand il y a un problème, parfois je ne mange pas toute la journée. Je me questionne. Vous ne mangez pas? Je ne mange pas. La situation du Congo... Vous pouvez de faire à cause de ce qui se passe dans le pays. Il y a ceux-là qui sont chez eux à l'aise, qui détournent de l'argent. Vous pouvez de faim. J'ai l'esprit de Néhémie en moi. Néhémie travaillait avec le roi et c'est lui qui servait le roi à la table. Et la Bible me dit qu'un jour, il a écouté l'histoire de son pays, que le mur de Jérusalem a été écoulé, tout ça. Néhémie qui servait le roi, tout ce que le roi mangeait, Néhémie devait d'abord goûter ça. Tout ce que le roi buvait, Néhémie devait d'abord boire ça. Mais malheureusement, ce jour-là, le roi a été étonné. Mais pourquoi tu n'es pas content? De comment pourrais-je être content au moment que le pays de mes ancêtres est écoulé? Je suis rentré au Congo pour arranger ce pays de mes ancêtres, tant soit peu. Voilà, j'ai commencé ma politique en 2019 comme un fou, avec ma théorie de la dictature éclairée, que les gens trouvaient comme si j'étais un fou. Un pays qui a la démocratie, il a 30 d'années, comment toi tu viens avec une théorie de la dictature éclairée, beaucoup d'histoires. Et tellement que je suis trop positif dans tout ce que moi je fais dans la vie. Moi-même, j'étais dans une émission avec l'Ocapi, il y a eu au moins 30 000 personnes qui m'écoutaient. Je vais vous dire, si 30 000 personnes, il y a eu seulement 5 personnes qui ont dit oui à ce que moi je parlais. Tout le monde disait que le Congo ne peut jamais être un pays sous le régime de la dictature éclairée. Alors j'ai défini la dictature éclairée comme un régime hybride. Un régime qui a la démocratie au sens des élections. Un régime... Nous allons en parler. Oui, nous allons en parler, madame. Et de là, je voudrais m'investir. Je voudrais m'investir si ma théorie était mauvaise ou bonne. Je suis allé en Europe faire une maîtrise en sciences politiques et relations internationales. Mon professeur qui me donnait cours et qui était mon directeur de mon petit mémoire ou bien une thèse, parce que c'était un cours avec mini-thèse, il a dit que professeur Pia, on ne peut jamais construire un pays avec la démocratie. Et il m'a même dit ceci. Aujourd'hui, en Europe, la France n'utilise pas la démocratie. La France devient un pays de l'autoritarisme. L'Europe de l'Est, madame,
vous serez étonnés, ils sont allés maintenant dans la démocratie que nous appelons la démocratie illibérale, qui n'est pas la démocratie libérale, la démocratie qui vient de l'Europe, ainsi de suite. Alors, voyons des idées que j'ai. Je parle comme un fou. Quelqu'un, beaucoup de gens m'écoutent, mais pour que mes idées donnent un impact dans le pays de Lumumba, je dois aller au Parlement. C'est parce que c'est au Parlement, c'est là où on change les décisions. Donc, votre vision, c'est la dictature éclairée. J'arrive, madame. J'ai deux choses que je dois changer au Parlement. Lesquelles? Que je parle. Premièrement, la constitution de notre pays, elle n'est pas la nôtre. C'est une constitution du Charles de Gaulle en 1958. Nous l'avons importée dans notre pays comme copie-collée. Des petites modifications que vous voyez, ce sont des modifications pour les intérêts des individus. Nous devons changer la constitution de notre pays parce que la constitution, c'est un document juridique qui répond aux besoins réels d'une nation. La nôtre ici, elle ne nous appartient pas. Deuxièmement, au Parlement, je dois demander aux parlementaires de nous créer ce que moi j'appelle un programme national sectoriel. Pensez-vous que vous serez écouté? Madame, je serai écouté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le chef des Congolais. Lorsque quelqu'un apporte son idée qui est peut-être contraire aux lois du pays, ou disons, contraire à la vision de tout un chacun, ou encore qui s'oppose contre qu'est-ce que je peux dire, contre l'idéologie ou encore la pensée, la façon de voir de certaines personnes, vous ne serez, votre pensée sera boycottée. Est-ce que votre voix sera entendue? Madame, je vous l'affirme. On dit que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend vient de la parole. Plusieurs propositions de loi, je vous signale, qui n'ont jamais été acceptées à l'Assemblée nationale. Madame, des bonnes propositions. Madame, je le sais. Je le sais, mais je vais vous dire une chose. La proposition d'avoir un programme national sectoriel au pays, c'est une bonne proposition. Pour vous, elle est bonne, pas pour, non, j'arrive, madame. Pour tout le monde. Madame, celui qui a le souci de ce pays, vous devez me poser la question. Qu'est-ce que tu attends par le programme national sectoriel? Avant d'y aller, je peux répondre à ta question que vous deviez me poser, mais vous ne l'avez pas posée. Programme national sectoriel, c'est quoi? C'est un programme que le gouvernement congolais, le Congolais eux-mêmes doivent établir pendant 30 ans. Parce qu'eux connaissent le besoin réel de la nation. Et ce programme sera suivi pendant 30 ans. Évidemment, à moyen terme, non, à court terme, à moyen terme et à long terme. Je donne un exemple. Dans le plan de la santé, dans ce programme national sectoriel qui sera élaboré par les Congolais. Quand je parle des Congolais, c'est-à-dire le représentant des Congolais au Parlement. Ok? Je donne un exemple, un problème à Boudjala. À Boudjala, quel est le besoin réel de Boudjala? Et ils vont prendre leurs besoins réels. Ils vont écrire ça dans ce programme national sectoriel pendant 30 ans. Quel est le besoin réel en RDC? Dans ce programme national sectoriel, peut-être nous allons dire que nous avons besoin de 50 hôpitaux de référence. Le chef, quand il vient au pouvoir, il n'a pas besoin d'avoir un cahier de charges. S'il vous plaît, madame. Le chef trouve déjà un cahier de charges de la nation. Fait par qui? Par la population congolaise. Par quel mécanisme? Au travers du Parlement. Parce que les parlementaires, ce sont eux qui représentent le peuple congolais. Le citoyen congolais, ils vont nous voter pour aller au Parlement pour leur représenter. Et maintenant, nous allons créer un programme national sectoriel que moi j'appelle Mobeko du Kozi à développement Yamboka. Et dans ce programme national sectoriel, madame, nous allons, dans l'aspect de l'éducation, nous disons, nous voulons créer peut-être 50 000 écoles publiques dans toute la République. Mais si toi, tu viens au pouvoir, tu nous dis que dans votre programme national sectoriel, j'ai lu ça, mais moi je vais vous faire 10 000 écoles publiques. Ok, nous allons te voter. Avec les ouverts, que vous allez créer 10 000 écoles publiques. Celui qui viendra, il viendra faire la continuité. Et dans 30 ans, vous allez voir, dans le secteur de l'éducation, il y aura un changement. Allons-y dans la santé. Peut-être 30 000
hôpitaux de référence dans toute la République. Vous venez au pouvoir, vous dites que non, dans mon mandat, je vais pouvoir vous créer 7 000 ou 10 000 hôpitaux de référence. On vous vote et notre aide est sur toi. Et si tu n'arrives pas à nous satisfaire, vous ne serez plus élu comme président. La situation que nous allons au Congo maintenant, toute personne vient avec un programme. Et ce programme n'est pas un programme de la nation, c'est un programme de l'individu. Les 5 chantiers du président Kabila n'étaient pas mauvaises. Mais pourquoi ces 5 chantiers est devenu mauvais? Parce que c'est le programme qui venait de lui-même. Vous allez voir même manifeste de la CELE. Attendez s'il vous plaît. Quand vous dites que le programme, les 5 chantiers, ou encore chacun apporte son programme, il faudra que le programme vienne de la nation. Mais ce sont toujours des individus qui cassent ces programmes-là, non? Vous voulez inventer la roue? Madame, qu'est-ce que vous insinuez? Madame, je vais vous dire quelque chose. Dans ta maison, c'est toi qui connais le besoin exact de ta maison. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta maison? Moi, étant un individu, je viendrai dans ta maison te demander qu'est-ce que vous avez besoin dans cette maison. Je ne viendrai pas directement chez vous, vous dire que je vous donne 2000 $ pour acheter un congélateur. Au moment que dans ta maison, les enfants n'ont pas même un lit à dormir. C'est ça la chose qui se passe dans notre pays. Et nous, citoyens congolais, nous disons ceci. Le gouvernement congolais, le parlementaire doivent nous doter avec un programme national sectoriel qui est élaboré par le peuple congolais, s'il vous plaît. Et qui sera suivi par tout dirigeant qui viendra dans ce pays. Même nos enfants qui sont à l'école primaire, ils vont suivre ça. Nous aurons le modèle dans nos hôtels, dans nos maisons, dans nos écoles, partout. Comme la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Une sous-question, avant que je pose la question à M. Philémon. J'aimerais savoir, lorsque vous aviez dit que les esprits vous aviez averti de faire la politique, donc Dieu vous avait averti, est-ce que vous savez que Dieu n'échoue jamais? Madame, je vais vous dire quelque chose. Au cas où vous échouez. Madame, l'échec n'est pas dit que tu peux faire des erreurs. C'est pas dit que tu as échoué. Moi, le mot échec, je l'ai dit quand on me met dans une boîte. Un cercueil. C'est là où je dirais que j'ai échoué. Aussi longtemps que je vis, je peux avoir des erreurs. Merci. Monsieur Philémon, vous êtes de temps en temps avec le professeur Daniel Pierre, vous êtes son premier suppléant. Qui est-ce qui vous a motivé à croire en sa vision? Merci, madame. Quand j'ai écouté le mot dictature, je me suis dit, oh, cette dictature est enfin éclairée. Qu'est-ce qui se passe aux Juifs? Une dictature éclairée. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça paraît un peu confus là. Hein? Vraiment, ça fait peur, dictature. Parce que nous avions vu avec le président Mobutu, avec sa dictature, il venait dans des villages ramasser nos serres de force et puis les faisait danser en public. Alors c'est après que j'ai compris que Mobutu les a ramassés parce qu'elle ne faisait rien. Si elle étudiait, peut-être Mobutu n'allait pas prendre comme ça facilement pour étudier. C'est une façon polie de demander à ses mamans d'aller à l'école pour devenir utile dans la vie. Alors, quand j'ai écouté éclairer, j'ai compris que vraiment, c'est la suite de ce que je viens de dire ici. Mobutu voulait que, au lieu que ces mamans flânent comme ça, autant plus les prendre, les encadrer et puis les rendre utiles. Alors, dictature éclairée ici, c'est quoi? Je me suis approché. J'ai demandé, professeur Bidoc. Après Dieu, peut-être c'est vous le professeur. Alors, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre dans la dictature éclairée? Et vraiment, il est simple. Il a pris son temps de me dire que voilà, la dictature éclairée, c'est un système hybride. Il faut ramasser dans toutes les constitutions, dans toutes les dictatures du monde, ce qui est bon pour les peuples. Ce qui est bon.
Alors, avec les exemples qu'il donnait, j'ai essayé de comprendre que vraiment, ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a même donné l'exemple banal. Vous voyez, dans votre parcelle, par exemple, quand on vient trouver la poubelle par-ci, et presque tout ce que les mamans font, ils jettent là-bas, les toilettes ouvertes, vous serez atteint par la malaria et d'autres maladies peuvent venir. Mais quand quelqu'un vient et dit, hé papa, comme tu n'as pas fait ça, alors tu paies l'amende. Et quand tout le monde sait que si je ne fais pas ça, je vais payer l'amende, et il impose à la nation, si tu ne fais pas ça, c'est l'amende que tu vas payer. Alors, vous voyez que la propriété va bénéficier pour toute la famille. Et à l'époque Maréchal Mobutu avec voilà, le service d'hygiène. Voilà. Et puis là, on a Mobutu est dictateur. Mais il a évité que les gens tombent malades, soient atteints de malaria. Or, et pourquoi pas la typhoïde qui est la maladie de Messal. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que non, je dois l'appuyer. Je dois l'appuyer. Nous allons ensemble, on chemine d'abord, on essaye d'expliquer aux gens. Parce que j'ai même entendu, dans certaines de ces émissions, il y a des philosophes qui ont posé des questions, qui ont semblé contredire. Il y a même les gens, même à Kananga, j'ai même écouté une question, il dit non, ça ne peut pas marcher parce qu'il a donné des raisons. Mais quand nous voyons dans la pratique, et selon ces explications, vous sentez que quand nous allons suivre ça, pas à pas, nous pouvons même développer ce pays. Vous voyez par exemple, la constitution, là qu'il dit, on change. La constitution a été copiée-collée, comme lui-même a découvert par ses lectures. Et il nous a amenés. Et puis, quand on doit faire les programmes sectoriels, et on doit se retrouver, chaque président qui viendra, au lieu d'amener, voilà, quand vous sillonnez ici, peut-être vous avez le temps de passer, limité ici jusqu'à Tchangou là-bas, vous allez voir même les barres de fer qu'on a amenées pour construire les passerelles. Sont déjà abandonnés comme ça et volatilisés, c'est l'argent de l'État qui était sorti, mais abandonné. Mais on vit avec les sauts de moutons qui ont contribué encore qui ont provoqué encore des dépenses dans la caisse de l'État. Tous ces fers-là qui chôment là-bas abandonnés, une autre dépense est venue. Vous voyez que c'est une dépense qu'on a fait à désordre. Alors si on venait, comme le président commençait avec les passerelles, et il y a quand même les matériaux, terminons d'abord avec ces passerelles, et puis on continue. Qu'est-ce qui reste après les passerelles? On devait faire quoi? Alors peut-être on devait booster notre pays, aller de l'avant. Mais nous sommes reculés encore avec l'argent, d'autres même volatilisés. Alors, vous voyez que au lieu d'avancer, nous sommes en train de marcher, on dirait que nous sommes en train de reculer. Alors, c'est ça qui m'a poussé vraiment. Donc, il vous a convaincu? Oui, vraiment, il m'a convaincu. Et puis, avec l'exemple pratique, parce que je suis un enseignant, hein, pour faire comprendre à l'enfant quelque chose, il faut le présenter. Alors, les exemples que nous avons même essayé, on a compris que oui, avec ça, ça peut marcher. C'est pourquoi, en parlant comme ça dans la rue, qui va nous écouter? Personne ne va nous écouter. On peut passer 1001 fois. Et si sur votre télé, personne ne va appliquer ça. C'est pourquoi je lui ai dit que non, professeur, est-ce que vous ne pouvez pas devenir candidat? C'est que vous êtes en train de passer ici, bas, vous amenez ça là-bas au lieu d'aller dormir comme les autres qui ont bénéficié les 21 000. Mais quand ils sont à l'hémicycle, comme ils n'ont rien apporté et ils n'ont rien à passer, ils sont là en train de dormir et à la fin, dans les réseaux sociaux, on les voit en train de danser. Si c'est quoi, et puis les 21 000, vraiment on voit la bassesse même de... Alors, mais vraiment, avec ce que vous voulez lever... Surtout cette question de bassesse, ça semble nous montrer qu'on n'a plus d'homme d'État. Non, non, non. Un député national qui danse... Qui danse et qui parle des insanités. À la télé aussi, à l'hémicycle. Il n'est pas poursuivi parce qu'il a les immunités parlementaires. Et on s'appelle honorable.
C'est ça les combles. Non, ça. Et voilà, professeur Daniel, quel sera votre discours pendant la campagne? Merci beaucoup pour la question posée, madame. Premièrement, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que... Ajoutez parce que nous allons faire la course avec l'heure. Vous avez 5 minutes pour entamer certaines questions. Je sais. Je vais vous dire une chose vraie. Ce pays ne sera pas construit par la démocratie occidentale. Je vais revenir encore après des années. Et je vais vous dire, madame, avec la démocratie occidentale, ce que moi j'appelle c'est l'impérialisme. D'ailleurs, eux-mêmes ne sont pas démocrates. Et nous avons importé ça pour détruire les pays de Lumumba. Et moi, je crois de tout mon cœur, si nous utilisons la dictature éclairée, que moi j'appelle une démocratie illibérale, il y aura l'ordre dans ce pays. Et nous allons booster l'économie de ce pays. Cette dictature éclairée n'est pas pour détruire des individus, mais c'est pour booster l'économie de notre pays. Tout en ayant un programme national sectoriel. Quelle est la parole que je dois amener au Parlement? Je vais me répéter encore, madame, si vous le voulez. J'ai que deux choses que je dois amener au Parlement. Premièrement, le Parlement doit nous doter un programme national sectoriel qui répond aux besoins réels du peuple congolais. Nous n'avons plus besoin de tâtonnement. Nous n'avons plus besoin de faire ça et ça. Nous avons besoin d'avoir la matière dans la place. Et quand nous agissons pour trouver une solution qui sera peut-être définitive pour le pays. Répondez à ma question. Ta question. J'ai que deux choses à mener au Parlement, madame. Quel sera votre discours pendant la campagne? Le discours, premièrement, je vais parler du programme national sectoriel. Même à la campagne... Je vais parler que ça. Il faut que le peuple comprenne pourquoi je veux être élu. Et deuxième chose, je vais parler de cette constitution qui détruit notre pays, qui est là seulement pour leurs intérêts. Et troisièmement, je veux parler du changement du régime. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la démocratie dans notre pays. Et je veux leur faire voir de pays comme Singapour. Singapour n'a jamais été un pays démocratique. Regarde comment ils sont tentés d'évoluer. La Tunisie n'a jamais été un pays démocratique. L'Éthiopie qu'on citait, on chantait Nzala l'Éthiopie, Nzala. L'Éthiopie n'a jamais été le pays démocratique. La démocratie ne peut jamais booster l'économie de notre pays. Nous avons besoin d'un régime qui est hybride, et l'hybridité de ce régime, l'aspect de la démocratie sera seulement dans les élections comme nous allons maintenant. Professeur Daniel Ndombopia, nous savons aujourd'hui la manière dont les choses se passent. Pendant les propagandes, il faut apporter le pain, des t-shirts, l'argent, faire des promesses. J'aimerais savoir, vous allez convaincre les Congolais avec combien de millions de francs congolais, avec combien de pain par chacun, avec combien de cartons de poulet? Madame, vous serez étonnée. Depuis que j'ai commencé avec mes bases, je ne les ai jamais donné même un franc congolais. Mais vous ne serez pas élu? Je serai élu parce que à chaque fois que je parle, Madame Ladangaï, à chaque fois que je parle, mon idéologie, ok? Les gens commencent même à m'appeler. Vous n'avez pas vu la vidéo d'un candidat Madame, suivez-moi. dont les images circulent. La base a retenu les chaises d'autres parce que le candidat n'a pas donné de l'argent. Madame, vous savez pourquoi? Non, suivez-moi. Madame, suivez-moi. Je vous suis. Suivez-moi. Un petit transport, ils en auront. Et je ne peux pas venir aujourd'hui. C'est comme si que j'avais un bois. Ok? Je vous donne un sac du riz, votez-moi. Vous vendez votre voix à cause d'un sac du riz. S'il vous plaît. Ça ne se fait pas en Europe comme ça. Ici, ce n'est pas l'Europe. Même au Congo, il y a des pays comme la Zambie. Les gens souffrent. Madame, il y a des pays comme la Zambie. Ils sont habitués comme ça. Voilà pourquoi nous amenons un autre vent que moi j'appelle le renouvellement de l'intelligence.
Nous avons voté ces gens avec des sacs de riz. On a vendu nos voix avec des 100 000 francs congolais, avec des chapeaux, même avec des tricots, madame. Est-ce que vous ne savez pas que les Congolais en ont marre des théories? Ils veulent le concret. Écoutez-moi, madame, Le le concret, c'est maintenant. Je demande au peuple congolais d'ouvrir leurs yeux et de m'écouter avec les oreilles. Je suis un candidat qui vient avec un vent nouveau. Plus jamais voter quelqu'un avec un sac de riz, manger cet argent. Quelqu'un qui vient avec 100 000 francs congolais, manger cet argent. C'est l'argent du gouvernement. C'est l'argent de la République qui sont en train de voler. Maintenant, quelqu'un doit venir avec une idéologie. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que vous pensez pour le développement dans notre pays? Moi, je viens avec un remède qui est à court terme, à moyen terme et à long terme. La création d'un programme national sectoriel comme ça se fait en Europe. En Europe, un président de la République, il est comme un chef de classe. Parce qu'il a trouvé déjà tous les éléments là-bas. Il suit des programmes déjà établis. Et voilà pourquoi nous voulons maintenant créer un programme national sectoriel au peuple congolais. Tout président qui viendra dans ce pays ne viendra plus avec leur cahier de charges. Il va déjà trouver un cahier de charges de la nation. Et il va suivre ce cahier de charges. Professeur Daniel, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le choix sur la personne du chef de l'État? Vous savez, je salue mon président de la République. Dont son bilan semblait chaotique. J'arrive, madame. Allez-y. Madame, donne-moi l'expression de parler. Je ne sais pas comment vous, le Congolais, vous vous comportez. Vous avez voulu que le président de la République vienne avec un bâton magique. Si vous voyez très bien, en Afrique, dans un mandat de 5 ans, un président ne peut pas trouver la réponse à toutes les questions posées. Mais les minimums quand même, non? Bon, le minimum, madame, j'ai quand même essayé de faire voir au peuple congolais. Auparavant, on n'avait pas... les mamans enfantées, ils payaient de l'argent. Ok? Maintenant, tu peux avoir un enfant et tu ne payes pas de l'argent pendant 1 mois et demi. La gratuité de l'enseignement. Madame, peut-être toi, tu ne comprends pas l'histoire de la gratuité. Hein? Attendez, allô au village. Allô au village. Donne-moi le temps, madame. Allô au village. Allô au village. L'histoire de la gratuité n'est pas mauvaise. Mais moi, je vous dis... Avec quelle qualité? Je vous dis, c'est là où j'arrive. Étant enseignant, voilà pourquoi je crois à la création des écoles publiques. Le gouvernement doit doter à la nation congolaise, dans ce mandat de Félix de 5 ans, qui nous dote même 10 000 écoles publiques. Et ces écoles-là, nous allons appliquer la gratuité. Mais il est déjà fait mandat, non? Mais ce mandat, oui. Bon, je vous pose la question, quel jugement rendez-vous à son bilan? Son bilan est négatif ou non, positif? moi j'ai dit son bilan est positif. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il a fait? Madame, positif? Je n'ai jamais vu Félix, le président Félix. Je n'ai jamais mangé son argent. Je n'ai jamais même mangé un franc congolais. Ok? Mais moi je vois l'esprit qui est à cet homme. Quel est cet esprit? Cet esprit est que ses promesses seront réalisées. Mais le problème qui est là, suivez-moi madame, donne-moi le temps, je suis ici pour éclairer au peuple congolais. Allez-y, je veux que vous relancez, c'est mon travail. Je suis là madame, je suis là madame. C'est le bateau de navire que vous appelez l'union sacrée. C'est un bateau, c'est un bateau qui ont détruit les chefs de l'État. Ce sont des gens qui sont entrés dans ce bateau de navire, mais ils n'étaient pas du cœur avec les chefs de l'État. Entre autres, le président Bosso, dont vous faites partie de sa plateforme politique. Non, écoutez-moi. J'aime Bosso, pourquoi? C'est un grand politicien. Un grand politicien, Bosso. Un grand politicien. Ah bon? J'ai senti cet homme parler. Qui a été débauché. Non, madame. Il a été débauché. Madame, la politique. Qu'est-ce que vous appelez un grand politique? Madame, écoutez-moi. Oui. Madame, écoutez-moi. Dans la politique, il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas d'amis.
L'ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Mais la politique et aussi... ton ennemi de demain peut devenir ton ami. La politique aussi exige la constance. Madame, pour l'intérêt... Pas la transhumance politique. Madame, pour l'intérêt de notre pays... Il faut transhumer. Mon président Mbosso ne pourrait jamais rester à l'écart aussi longtemps qu'il a de bonnes idées pour construire ce pays. Quelles sont les idées? Je vous ai dit, quand nous étions dans ton bureau, c'est lui qui fait l'opposition dans son pays d'origine, c'est quelqu'un qui n'aime pas son pays d'origine. Ah bon? Vous devez travailler avec la personne que Dieu a choisie, donner des idées à cette personne et travailler main en main, en âme, en corps et en esprit pourquoi vous voulez engager Dieu autant dans des mensonges, professeur? Mais madame, vous savez, l'élévation vient de Dieu. Hein? Mais tout pouvoir ne vient pas de Dieu. Ah non, non, je vais vous dire ceci, madame. Ah, oui, oui. Ce n'est pas par hasard. Le diable aussi élève. Ce n'est pas... Non, moi, là, dans cette optique-là, moi, je ne suis pas là. Moi, je connais que Jésus est la puissance de mes ancêtres. Ok. Ok? Merci. Autre chose, je ne connais pas. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Monsieur Philémon, qu'est-ce qui fait que vous puissiez soutenir quelqu'un qui croit au chef de l'État, le chef de l'État dont plusieurs, surtout ici à Kinshasa, les gens voient que son bilan est négatif? Merci madame. Il y a beaucoup à faire. Il a promis, mais il n'y a pas eu de réalisation dans ses promesses pendant ces quinquennats. On verra que M. Philémon, vraiment un monsieur âgé comme ça, vous soutenez quelqu'un qui croit à la vision du chef de l'État. Ce n'est pas de l'imbroglio, ça. Ou encore il y a un intérêt quelconque. Allez-y. Je préfère commencer par les sourires. Parce que j'en ai facilement. Oui, il faut sourire. Parce que j'en ai facilement. Vous voyez, je n'ai pas suivi le professeur parce qu'il est professeur. Non, j'ai suivi son idée. Le président, toi tu décris ici, non, le bilan est négatif. C'est vrai, madame, le bilan est négatif. Bon, peut-être le professeur ne peut pas le dire parce que peut-être il peut avoir des comptes à rendre avec Mbosso. Mais sinon, le bilan est négatif. Qui a noyé le président? Ce sont ses frères. Excusez-moi, j'ai dit ici sur votre plateau. Le président a été noyé par ses propres frères. Pourquoi? Parce que vous savez déjà que la politique est tribale, vous le savez. Et le président a montré noir sur blanc qu'il est aussi tribaliste. Alors, il a essayé de mettre partout, dans tous les secteurs, ses propres frères. Mais du moins, le professeur n'est pas tribaliste. Hein? Non. Il a fait les choses sur vous qui est de l'autre rive. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je salue. Ça aussi, ça m'a poussé vraiment. C'est ça qui m'attire vers lui parce qu'il a sauté de l'Équateur jusque dans le Vendoudou. Vraiment. Il n'est pas tribal. Alors, revenons un peu. Le président a choisi ses frères, oui, c'est tribal d'abord. Mais moi personnellement, j'étais très content, je vous dis madame. Pourquoi? Parce que avec son frère, on doit avoir vraiment cette honte-là d'échouer. Mais je n'ai pas compris, parce que ce frère-là était des affamés en Europe ou quoi, ont prouvé noir sur blanc qu'ils ne peuvent pas travailler avec lui. Je ne veux pas citer parce que nous sommes sur le plateau ici. Mais les idées qu'il a, il ne voit pas d'abord le président. Mais le président, il sait vraiment orienter les gens. Mais les mêmes gens qui l'ont noyé, quand vous passez sur la rue, la propagande n'a pas encore commencé, vous verrez incarnation de développement. Oui, oui, partout. Là. Partout, vous voyez. Et ce sont les mêmes gens que le président a fait confiance. A eu confiance à eux pour l'aider à travailler. Est-ce que vous ne voulez pas que le chef de l'État ait un problème de casting aussi? Mais c'est ça le problème, c'est ça qui le dit. Hein? Vraiment, quand je suis arrivé vers Fekir là-bas, quand j'ai vu les tableaux, j'ai dit, ça c'est l'argent des pays qu'on a lapidé pour préparer. Je vous dis la vérité. Mais les ponts qui devaient être censés terminer là-bas sur la vérité qui quitte, et des mers encore. Mais les écrans, et quand vous voyez, ce sont les grands dignitaires du gouvernement qui ont fait ça. Ce sont là
qui l'ont noyé, qui ont noyé le président. Mais le président a des bonnes idées. Vous voyez les promesses, le président ne peut pas passer à la télé, faire des promesses comme ça. Trop de promesses. Il sait que quand je dis ça, il fait l'action. Mais l'action vient là-bas, c'est dans des poches et ça se volatise. Mais le mal, les suivis, les gens qui sont censés faire les suivis à l'hémicycle, maintenant, ils sont là en train de dormir. Vraiment, quand je vois leur position, j'ai pitié de notre pays. Monsieur Philémon, vous êtes aussi enseignant, non? Oui. Quel est votre apport? Mon apport. Votre apport à la propagande ou encore à l'élection du professeur Daniel Pia. Votre apport. Monsieur Daniel Pia, je crois en lui. Il sera voté à 100%. Pourquoi? Parce que... Bon, il y a aussi des gros poissons. Les gros poissons volés. Qu'est-ce que vous allez apporter? Les gros poissons volés. Le peuple congolais ne veut même pas les écouter. Je vous dis... Non, laissez d'abord parler. Les grands poissons, comme on le dit, les grands golos, ont volé. Quand vous allez passer à Lemba, à Matete, à Kingabwa, tout ça, les affiches que vous voyez là-bas, sont des gens qui étaient au Parlement avec les 21 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? La population est pauvre. Parfois, passe la nuit affamée. Ils ont lapidé cet argent-là. Et puis moi, en tant que professeur aussi, Motopamba, alors j'ai dit, ces enfants, nous avons un professeur qui a vraiment une idée pour relever notre pays. Alors, c'est le numéro 210 qui veut relever notre pays. Pourquoi? Parce que il n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Il n'a jamais volé, mais il vient avec un programme. Ce programme ne peut pas s'appliquer dans la rue. Merci. Le programme doit s'appliquer, pardon, je termine madame, doit s'appliquer à l'hémicycle. Si nous le mettons là-bas, et vous, quand vous allez terminer vos études, vous aurez de l'emploi. Vous, quand vous allez terminer vos études, vous aurez la bourse à l'université. Quand vous terminez votre classe ici, vous aurez même la gratuité avec ces écoles. Il insiste toujours dans le domaine parce qu'un enseignant ne peut pas aller parler de commerce. C'est là où nous avons vraiment, nous trouvons des idées pour parler. C'est pourquoi je suis en train de le suivre. Tous ces gens, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais volé. Mais il amène quelque chose. Il ne va pas pour l'argent. Parce que ce qu'il a déjà, les professeurs, vous le savez, ils sont déjà véhiculés. Tels qu'ils sont là. Chez nous au Congo, c'est le véhicule. Quand on a une voiture là-bas, on est friqué. Mais ce n'est pas ça qu'il va chercher. Il va pour amener un plus pour une amélioration. On sent que la population doit sentir qu'il y a quand même quelqu'un qui est venu pour changer. Mais tout ce monde qui ont volé, alors le monde qui a volé ici, quand vous le voyez, incarnation de développement, ceci, ça me fait dire, il croit quoi? C'est que les Congolais sont des bêtes. Merci beaucoup. Merci. Professeur Daniel Pia. Pour croire à ça? Ça énerve. Dossier en sécurité à l'Est. Nous irons aux élections sans l'insécurité et sans la sécurité à l'Est. Et puis le chef de l'État dans ses propos avait dit « Je me sentirai président de la République lorsque la paix sera instaurée ». Une contradiction dans ces mots. Quel est votre Madame, rapport à ça? je voudrais que tu comprennes quelque chose. Moi, je pose des questions, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas dans votre vision. Moi, je pose des questions. Je voudrais que tout le monde qui m'écoute me comprenne. Le chef de l'État, c'est une personne. Il ne travaille pas seul. Il a des gens qu'il a mis confiance totale à ces gens-là. Même aujourd'hui, le problème de l'Est, ce n'est pas lui, mais madame. Ce sont des gens qu'il a mis. Ce sont des gens qui font des histoires impossibles. Il n'est pas omniscient, cet homme, Félix. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Et comme j'ai dit et je répète, il doit travailler avec les gens qui l'aiment de tout leur cœur, leur esprit et leur âme. Le problème de l'Est, j'avais dit auparavant, aller dans le vote au moment que nos siens sont dans des guerres, vraiment, humainement parlant, moi, humainement parlant, je donne mes sentiments. J'avais dit ça dans une émission. Je croyais qu'on devait d'abord terminer l'histoire de l'Est, ok, et aller dans des élections. Mais eux savaient pourquoi
que nous allons dans cette élection. Ok? La guerre. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une solution à carotte. On a besoin d'une solution à bâton. On a fait beaucoup de négociations. La politique du bâton et non de la carotte. De la carotte. La politique de la carotte, depuis que cette histoire a commencé, on a fait des négociations. Le chef de l'État est allé partout pour chercher des négociations, parce que c'est un homme qui ne veut pas détruire sa nation. Et voilà pourquoi il continue à chercher des solutions. Mais aujourd'hui, nos ennemis nous voient comme des idiots, comme des gens qui n'ont pas de valeur, des gens qui ne sont pas forts. Rwanda, c'est un petit pays comme un cancréla. Un cancréla, mais qui nous fait souffrir. Congo, c'est un pays comme un éléphant. Qui fait agénuer la RDC. Madame, non, madame. Celui qui cherche la paix, c'est un homme qui est fort. Un homme fort cherche toujours la paix. Mais comme Rwanda et les autres nous voient comme si que nous sommes des ignares, des idiots, nous devons aller par l'opération par bâton. La guerre contre Rwanda, maintenant. On doit vraiment programmer la guerre. Et je demande au chef de l'État, dans la guerre, les soi-disant Congolais suspects, leurs nationalités sont douteuses, qu'ils ne soient pas des agents qui seront comme devant dans cette guerre. Qu'on mette de vrais Congolais, de vrais citoyens congolais pour combattre ce pays. J'ai été étonné, je vous dis, j'ai été étonné. Une dame me dira que son copain, c'était un Rwandais colonel ici en RDC. J'ai été étonné à l'auditoire, une dame m'a dit ça. Mais ils sont nombreux ici, non? Ils ont alors, des postes. Madame, il y a un temps. Selon certaines sources, selon qu'il y aurait aussi des Rwandais au sein du gouvernement. Je parle au conditionnel. Hein. Bon, madame. Qu'il y aurait aussi des Rwandais au sein du gouvernement. Que ça soit au conditionnel. Je vous le dis, madame, cette aventure sera arrêtée. Nous allons arrêter cette aventure. Et moi, je prévois au peuple rwandais, ils ne vont pas prendre même les sentiments de la RDC. Parce que le Seigneur est en train de susciter certaines personnes qui seront prêts pour réclamer notre territoire. Ok? Je suis très content de tout ce que le chef de l'État est en train de faire, de toutes les négociations qu'il est en train de chercher pour trouver la paix entre Rwanda et nous. Mais moi, je crois que nous avions vraiment cherché cette paix et la paix n'arrive pas. C'est le moment que la femme décède. Prennent les choses. Prennent les choses maintenant. Que Rwanda sache que le Congo n'est pas un pays cancréla comme eux. Nous sommes un grand éléphant et Dieu nous a bénis. Je sais une chose est vraie que tous ces guerres que nous avons, l'homme blanc est derrière. L'homme blanc est derrière. Il utilise le Rwanda pour prendre nos cotons, pour prendre nos matières premières, on le sait. Mais le comble est que nous avons aussi un pouvoir faible, non? Madame, dire un pouvoir faible, non. Mais pourquoi on n'agit pas? Nous avons un pouvoir qui cherche la paix. Ok? Mais il y a un adage français qui dit que qui cherche la paix doit préparer la guerre. Puisque nous cherchons la paix, mais nous devons aussi préparer la guerre. Parce que la paix doit venir avec la guerre. Sinon, nos enfants et les enfants de nos enfants vont nous ridiculiser. Nous allons léguer à nos enfants Goma, qui veut maintenant devenir une partie de Rwanda. Non. Non, madame. Voilà des choses que moi, Pia, je dois parler au Parlement. Parce que dans ce Parlement, il y a des Rwandais. Dans ce Parlement, il y a des Burundais. Dans ce Parlement, il y a des Ougandais. Il y a des Tanzaniens. Le peuple congolais doit savoir que cette fois-ci, on doit voter un vrai Congolais qui viendra pour les terrains de sa nation. Et voilà. Professeur, j'aimerais poser cette question.
Les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Pourquoi? Je signale à la régie que nous avons commencé légèrement en retard, à 16h10. Donc, nous avons un peu de temps, s'il vous plaît. Light. Le problème de paiement des agents fonctionnaires, c'est un problème que moi, j'appelle ça un complot. J'appelle ça un complot contre le chef de l'État. J'appelle ça un complot contre le chef de l'État. Pourquoi? Quelques jours avant des élections, pourquoi ces gens doivent prendre une décision que les gens ne soient pas payés? C'est un complot contre le chef de l'État. Parce que les Français ont dit, la vente affamée n'a point d'oreille. Ce sont des gens qui complotent contre le chef de l'État pour que le peuple congolais soit contre le chef de l'État. Et je demande au chef de l'État de veiller son œil spirituel, de comprendre cette histoire. Je ne pouvais pas m'attendre que les fonctionnaires, à ce moment ici, ils ne doivent pas être payés. Vous savez, ça commence à devenir trop récurrent. Hein? Les fonctionnaires sont toujours payés en retard, mais du moins à l'époque de Kabila le monstre, c'était chaque le 15, les fonctionnaires étaient payés, non? Bon, autrement dit, Kabila avait des gens qui le portaient dans leur cœur. Ok? Le problème de notre président, il met confiance aux gens, ok, qui ne sont pas dans... Le président ne se trouve pas dans leur cœur. Ce sont des gens qui viennent avec des courbettes à tout moment, mais dans leur cœur, il y a un autre complot contre le président de la République. Lui-même, il ne voit pas ça? Mais écoute, vous pouvez donner confiance aux gens. Mais si ces gens que vous leur donnez confiance, ils te trahissent. Mais je vous dis une chose, madame. Mais il faut les chasser au Madame, non? Judas Iscariote a trahi Jésus, mais il était mort. Ok? Tous ces gens qui trahissent Félix seront morts. Parce que quand ils trahissent Félix, ils trahissent la personne que Dieu a mis au pouvoir, ils trahissent le Congo. Écoutez-moi. Vous êtes un bon parleur, hein? Mais madame, je crois à la personne que Dieu a mis au pouvoir. C'est moi. Quand Félix partira, l'autre viendra, je veux croire aussi à cette personne. Professeur, apparemment, vous ne serez jamais dans l'opposition, hein, vous. Moi, je vous l'ai dit et je répète, je ne serai jamais dans l'opposition. Je veux toujours soutenir celui qui est comme dirigeant, avec mes idées charismatiques, mes idées si grandes, gigantesques. Je vais donner mes idées au chef de l'État. Mais malheureusement, les gens qui ont de bonnes idées, on les écarte toujours. On dit qu'ils parlent de trop. C'est une personne qui parle de trop. Non! C'est ça mon idée, madame. Et voilà, nous tendons vers la fin de l'émission. Monsieur Philémon, vous avez le mot de la fin. Merci, madame. Merci, madame. Je vous en prie. Vous avez posé la question ici à mon candidat que pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés. Oui. Vraiment, il a eu les mots à vous dire. Ah bon? Ces gens ici sont contre le président. Parce que ils savent très bien que ces fonctionnaires-là, pour la plupart des temps, sont des locataires. Ils sont menacés par leurs bailleurs. Et puis, à peine qu'ils mangent, des fois passent même la nuit affamée. Madame, j'ai vu une famille en train de passer la nuit affamée. Et puis le bailleur est en train de menacer, il faut qu'il quitte sa maison pour mettre quelqu'un qui peut le payer parce que les locataires aussi mangent à partir de ce qu'ils payent. Mais ils nous trompent vraiment des honorables. Passent à la télé pour tromper les gens, la population. C'est pour dire qu'ils sont en train de soulever la population contre le chef de l'État. Contre le président. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils vont mécaniser les gens. Rien qui a été fait. Ils vont augmenter si c'est le salaire. Rien, madame. Et puis pourquoi laisser les gens affamés comme ça qui attendaient leur... Alors je comprends que c'était un moyen pour eux de nous laisser cette année ici avec des arriérés. Comme ça, ils diront que, voilà, les présidents qu'ils sont en train de supporter ne les payent pas pour soulever la population, pour marcher contre les régimes en place. Mais les enseignants, les fonctionnaires ont compris, ils ne sont pas naïfs.
Peut-être, et parce que non, ils sont naïfs, nous on peut tout faire. Mais non, ils ne sont pas naïfs. Parce qu'ils font encore foi à notre président. Concluez. Alors c'est pourquoi, pour conclure, j'ai dit, jusque-là, je vois la seule personne qui peut encore booster notre développement, c'est le professeur Mpia avec sa dictature éclairée. Merci. Quand nous allons mettre ça en application, sûrement, nous aurons à booster, à faire quelque chose de plus que de rester comme tout l'État qui est passé. Quand ils sortent là-bas, ils viennent chercher les voix beaucoup. Et ils n'ont rien laissé. C'était votre mot de la fin, professeur, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je salue tout le monde et je vous dis que je suis votre candidat député national. J'irai au Parlement pour vous représenter. Vous avez écouté mes idées et j'ose croire que avec mes idées, je vais ajouter un plus dans le pays de Lumumba. Que le Seigneur Jésus vous bénisse là où vous êtes. Professeur Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la première fois qu'Inactu a une rédaction qui peut vous accompagner lors de vos descentes. Merci beaucoup, madame. Et voilà. Monsieur Philémon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous celui que j'appelle toujours une grande intelligence de mon pays, en la personne du professeur Daniel Ndombompia. Il est déjà tridoc, de surcroît un candidat député national qui s'est fait accompagner sur notre plateau de son premier suppléant. On a eu à parler sur sa vision et puis sur d'autres questions d'actualité. Restez branchés sur nos programmes. Merci à Enoch Mbala, merci à Light Moutonge, merci à tous qui nous suivent, à vous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple et que Dieu protège aussi les FARDC. James Nzemboa, bisous spécial à toi, je t'aime.